Bonjour. Waouh. Gros écho. Alors, je confirme, je m'appelle bien Antoine Bueno et je suis un écrivain prospectiviste, ceux qui claquent pas mal dans les dîners en ville, je vous recommande. Et j'ai en particulier commis ceci, c'est un livre qui s'appelle Futur, notre avenir de A à Z. C'est une sorte de dictionnaire du futur, ce qui fait que moi aussi, à ma manière, comme vous, je suis dans la tech, parce que ce truc-là, on n'a pas tendance à y penser, mais c'est un concentré de technologie. Déjà, l'écriture, très grosse technologie qui a révolutionné l'humanité. C'est une technologie sumérienne, donc je ne sais pas comment vous dites ici, Sumer ou Summertech peut-être, troisième millénaire avant notre ère. Par ailleurs, c'est un livre qui a été imprimé, l'impression, Germantech, 15e siècle. Et comme c'est un livre assez volumineux, vous pouvez aussi vous en servir pour caler un meuble, une armoire normande, par exemple, dans une optique un petit peu plus Ikea, Swedish Tech, 20e siècle. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que ce petit bijou de technologie est directement accessible au prix sacrifié de 29 €. Et donc, vous pouvez dès maintenant aller le commander en ligne ou l'acheter chez votre libraire. Voilà. C'était mon message principal, le message principal de mon intervention. Et maintenant que je l'ai évacué, je vais pouvoir remplir la mission qui m'a été confiée, qui est de vous parler de prospective, en faisant une prospective avec beaucoup de hauteur et de recul macro, avant que vous ne plongiez dans votre grand bain de prospective micro et de court terme. Parce que votre horizon, c'est 2031. 2031, ça fait 10 ans, bien sûr, c'est plutôt en prospective du court-moyen terme. Et c'est pour ça que je vous souhaite beaucoup de courage, parce que le court terme en prospective, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Alors, ce n'est pas instinctivement évident comme ça, mais en fait, si, il est beaucoup plus facile de pérorer sur la fin du travail en 2080 que de savoir quel sera le cours du baril dans un mois, ou s'il y aura de la croissance en 2022. Ça, personne ne le sait, personne n'en a aucune idée. C'est la raison pour laquelle, moi, quand je peux faire de la prospective de long terme, vraiment me vautrer dans l'invérifiable, je n'hésite pas, pour être sûr que, c'est beaucoup plus confortable, que même ma fille, qui a 3 ans aujourd'hui, ne se rende jamais compte qu'éventuellement, j'ai pu divaguer tout le long de ma carrière. Alors, cette prospective à laquelle vous allez vous adonner, elle a le vent en poupe. Ce n'est pas un hasard si vous en faites aujourd'hui. Et on voit dans le monde économique en général, et en particulier dans celui de la tech, compte tenu de l'interdépendance de toutes les activités et de la rapidité des changements, on voit fleurir de plus en plus de think tanks, de cabinets de conseil ou de départements ad hoc dans les grosses boîtes de la Silicon Valley consacrés à la foresight, puisque tel est le terme anglo-saxon consacré. Mais c'est quoi, précisément, la prospective? Eh bien, c'est comme de la voyance. Vous voyez, on est à ce niveau-là d'escroquerie, mais avec quelques petites différences. La première, c'est le matériau de travail. La voyante utilise une boule de cristal, alors que le prospectiviste, il va utiliser des articles, des livres, des analyses, des études, des modèles et son intuition. Ça, c'est très important, l'intuition. Du coup, là, il rejoint un petit peu la voyante. Et avec tout ce gloubi-boulga peu attrayant, moins attrayant que la boule de cristal, il va construire des scénarios en jouant sur 2 paramètres. Ces 2 paramètres, ça va être la continuité et la rupture. Alors pourquoi? Parce que quand on observe le réel, quand on observe l'histoire, on se rend compte qu'elle est tissée de continuité, c'est-à-dire de changements graduels, mais aussi de rupture, c'est-à-dire d'événements soudains qu'on a en général du mal à anticiper et qui changent absolument tout. L'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, la prise de pouvoir d'Hitler, l'effondrement de l'URSS, c'est ce que Taleb appelle des signes noirs. Et ces signes noirs, ce sont justement eux qui font que souvent le réel dépasse même en folie la fiction, et que, vu du passé, le futur n'est pas crédible.
là, on a quand même sous les yeux un magnifique signe noir avec la Covid. C'est un très mauvais scénario de SF, hein, pas du tout crédible avant que ça arrive. Hein. C'est quand même le scénario dans lequel un virus qui ne tue que des vieux, éventuellement échappé d'un laboratoire chinois, bloque l'économie mondiale pour nous imposer de sortir masqués et de ne plus communiquer que par écran interposé. Tout naze, pas du tout crédible comme scénario de SF, mais pour de bon, un scénario de SF. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous en donner un autre signe noir, un thriller de série Z absolument pas crédible. C'est l'histoire d'une bande d'agités du turban qui détourne des Boeing 747 avec des cutters pour les cracher dans le World Trade Center. Sérieux ? Ben ouais, sérieux. Et alors, parce que du coup, le futur n'est pas crédible, est fou et est imprévisible, pour arriver à s'en rapprocher, eh ben, il n'est pas inutile d'avoir de l'imagination. Il n'est pas inutile d'avoir même une solide culture de science-fiction. Hein. Tout était dans la science-fiction, tout ce qui nous arrive. Il n'est pas inutile, et il est même extrêmement important, de savoir prendre des risques, finalement, comme dans le monde de l'entrepreneuriat, de faire des paris, de se mettre en danger, et même d'être un petit peu cinglé soi-même, hein, comme le réel est toujours cinglé. Pour vous donner un exemple, moi j'aimerais me faire cryogéniser, et c'est vrai, hein, on pourra en parler après si vous voulez. Alors, l'autre grande différence entre la prospective et la voyance, c'est que la voyante va vous dire « voilà, votre avenir, c'est comme ça », alors que le prospectiviste, il va vous dire « voilà, votre avenir, c'est comme ça, mais j'ai 99% de chances de me tromper ». Vous voyez, c'est cette honnêteté qui fonde la nature scientifique de l'exercice. Et en même temps, se tromper en prospective, c'est pas si grave, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que le prospectiviste fait en général deux types de projections. Des projections dont il va espérer qu'elles collent le plus possible au réel, mais aussi des projections qui vont avoir une valeur d'alerte et de mise en garde, et pour lesquelles le prospectiviste va espérer être entendu pour ne justement pas que ça se produise. Alors, un bon exemple pour illustrer ce propos, c'est George Orwell avec 1984. Est-ce que George Orwell est un très mauvais prospectiviste dans 1984 parce que le totalitarisme stalinien ne s'est pas répandu sur l'ensemble de la surface du globe? Ou est-ce que par le succès de son livre, il n'a pas aussi contribué à mobiliser l'opinion contre ce type d'idéologie pour que ça n'arrive pas? Évidemment, les deux dimensions sont à prendre en compte, quoi. L'autre grande raison pour laquelle on peut se tromper en prospective, c'est qu'en général, pour limiter la marge d'erreur, on fait plusieurs scénarios parallèles. Peut-être est-ce ce que vous allez faire. Et ces scénarios, on peut les bâtir sur un cadre général d'analyse. Alors tout de suite, dans le temps qui m'est encore imparti, je vous propose de passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire de vous donner mon cadre général et mon scénario central qui va vous emmener, effectivement, on vous l'a dit, bien plus loin que votre horizon de 2031. On m'a donné cette autorisation et c'est une insigne chance que j'ai de pouvoir vous prendre par la main et de vous emmener comme ça dans ce voyage vers le futur. Alors, mon cadre d'analyse, c'est dire que notre futur est déterminé par deux grands fondamentaux, qui sont la crise environnementale et la révolution technologique. Alors, dire ça, c'est pas dire grand-chose, mais ça permet déjà de se rendre compte que dans le débat public, le futur est souvent préempté par des extrémistes. C'est-à-dire des gens qui vont mettre l'accent uniquement sur la crise environnementale et qui vont nous dire notre mode de développement n'est pas durable et la civilisation va s'effondrer, ce sont, vous les avez reconnus, les collapsologues. Et de l'autre côté, des gens qui vont mettre l'accent uniquement sur la révolution technologique en nous disant que la technologie va faire de nous très rapidement des dieux, sans trop de problèmes, ce sont les transhumanistes. Voilà. Vraisemblablement, notre avenir est compris quelque part entre les deux, entre l'effondrement collapsologue et la singularité transhumaniste. Alors, où exactement? C'est tout l'enjeu du travail prospectiviste. Et je vais vous donner mon scénario central, c'est-à-dire mon cocktail, mon mix à moi, environnement et technologie. En mettant d'abord l'accent sur l'environnement, parce que malheureusement, les températures planétaires vont continuer de grimper. Alors, vous le savez, elles ont déjà monté de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et il faut savoir que depuis l'époque des dinosaures, tendanciellement sur le temps long, les températures mondiales n'ont jamais cessé de descendre.
jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que plus on injecte du CO2 dans l'atmosphère, plus on réchauffe la planète, plus on remonte dans le temps. Eh bien, au taux de concentration actuel du CO2, ce qu'on relève aujourd'hui après ce que nous avons injecté depuis des décennies, nous avons déjà fait un bond en arrière de 3 millions d'années. Nous vivons aujourd'hui au Pliocène, c'est-à-dire à une époque où l'être humain, notre espèce, l'Homo sapiens, n'existait pas. Et ça, c'est une idée qui donne le vertige. C'est de dire que nous habitons déjà une planète inconnue. Nous vivons sur une planète sur laquelle aucun autre être humain n'a jamais vécu avant nous. Et il se trouve que, même si, par un coup de baguette magique, du jour au lendemain, on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, du jour au lendemain, eh bien, avec ce qui existe déjà dans l'atmosphère, avec ces concentrations de CO2, par effet de latence, de toute façon, les températures grimperaient jusqu'à au moins 1,5 degré. Mais évidemment, il n'y a absolument aucune raison pour qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, là, à dispo, nous n'avons aucune technologie qui nous permette d'avoir à la fois de la croissance économique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans les proportions requises par le GIEC pour éviter que les températures ne montent au-delà de 2 degrés et que donc le phénomène ne devienne cataclysmique. Quand je dis ça, je ne fais pas de la politique, c'est un fait. Et donc, la seule technologie dont on pourrait disposer, ce n'est pas une technologie, c'est la décroissance. Oui, c'est un peu un gros mot, la décroissance. Alors, jusqu'à la Covid, c'était un gros mot un peu abstrait. On ne voyait pas très bien ce que ça pouvait être, la décroissance. D'ailleurs, vous pouvez l'appeler aussi crise et récession, parce que c'est à peu près la même chose. Mais depuis la Covid, on sait ce que c'est, la décroissance, puisqu'on l'a vécu. Alors, un scénario de décroissance, maintenant qu'on l'a vécu, on pourrait dire que ça pourrait être la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, justement, par un état d'urgence climatique, c'est-à-dire que, de manière pérenne et à l'échelle du monde, on nous interdise d'aller travailler, on interdise d'utiliser des moteurs thermiques, on alloue aux individus des budgets carbone ou des budgets énergétiques. Bon, on n'est pas du tout là-dedans, hein, ça ne vous a pas échappé. Vous avez entendu comme moi le ministre, on fait de la relance, de la reprise, des investissements, on veut de la croissance et de fait, par la force des choses, on a de la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont très largement reparties à la hausse depuis l'année dernière. Et donc on sait que, quels que soient les efforts environnementaux qu'on peut faire aujourd'hui, de toute façon, les températures vont grimper au-delà de 2 degrés et qu'elles se situeront même autour de 3 degrés entre 2050 et 2080. Alors un monde à plus 3 degrés, ça ressemble à quoi ? Eh bien, on le sait, hein, puisque ça a été modélisé, c'est un monde dans lequel 20% des terres émergées est soumis à un climat saharien, contre 0,7% aujourd'hui. Hein, vous voyez la différence, c'est proprement invivable. Et compte tenu des dynamiques démographiques, ça va concerner 3,5 milliards de personnes. Alors, que vont faire ces gens? Est-ce qu'ils vont griller sur place? Est-ce qu'ils vont se déplacer? Comment on va les accueillir? Tous les scénarios sont bien sûr ouverts, sachant que le reste du monde va aussi avoir ces problèmes de réchauffement climatique, avec en particulier l'élévation du niveau des mers et la démultiplication du nombre et de l'intensité des événements climatiques extrêmes. Voilà. Alors, dans ces conditions, vues de maintenant, la seconde moitié du XXIe siècle ne semble pas devoir être un moment extrêmement cool, hein. Ça ne semble pas être très serein et très sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, ça dépend de savoir si on a mis en place une transition environnementale digne de ce nom ou pas. Si ce n'est pas le cas, les températures vont continuer de monter inexorablement, d'autant plus sûrement qu'à partir d'un certain niveau de réchauffement, typiquement les 2 degrés dont parle le GIEC, c'est d'ailleurs pour ça que ces 2 degrés sont le seuil à ne pas dépasser, à partir de là, on met en place des boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire des phénomènes naturels qui vont alimenter le réchauffement et le rendre incontrôlable. Ces phénomènes-là, vous les connaissez, hein, il y en a 3 principalement. C'est les feux de forêt, évidemment, plus il fait chaud,
plus il y en a, c'est la baisse de l'albédo de la Terre. Alors l'albédo, c'est un mot savant pour désigner la capacité que la Terre a à renvoyer les rayons du Soleil. Plus elle se réchauffe, plus elle absorbe au contraire les rayons du Soleil. Et le troisième phénomène, c'est la fonte du permafrost ou pergélisol. Vous savez, le sol des steppes ou de la toundra qui est gelé depuis des millions d'années et qui contient des milliards de tonnes de méthane et de CO2. Et donc, si ça se met en place, à ce moment-là, à cette époque, on n'a plus un seul problème d'émissions de gaz à effet de serre, mais deux, puisqu'on a nos émissions à nous, les émissions anthropiques, et on a ces nouvelles émissions qu'on appelle les émissions néonaturelles. Et là, eh bien, les températures continuent de monter et on continue de remonter dans le temps pour arriver à l'Éocène, une autre période de l'histoire de notre planète. C'était il y a 56 millions d'années. On sait aussi quel était le climat de l'Éocène. C'est un moment un peu riant de l'histoire de notre planète où il n'y a que deux climats. Il y a d'un côté des climats désertiques et de l'autre côté des climats tropicaux. C'est une époque où on a retrouvé des cocotiers et des crocodiles au pôle Nord. Voilà. Alors, compte tenu de la rapidité et de l'ampleur du choc, ce que je suis en train de vous décrire, c'est l'équivalent à l'échelle géologique d'une météorite qui se crache sur la Terre. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, avec notre réchauffement climatique, la météorite qui a dégommer les dinosaures. Donc dans ces conditions, difficile d'imaginer que la biodiversité puisse s'en sortir, ça devrait être une catastrophe, et encore plus difficile d'imaginer que l'humanité puisse survivre de manière nombreuse et avec une civilisation technologique. Donc dans ces conditions, si vous me passez l'expression, les carottes sont cuites, là oui, bien sûr, c'est l'effondrement. Mais il y a une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même mettre en place, dès aujourd'hui, une transition environnementale digne de ce nom. Et c'est là que je bascule, vous avez dit, du côté de la révolution technologique, crise environnementale, révolution technologique, parce que cette transition environnementale va être extrêmement dépendante de la technologie. On en entend parler à tout bout de champ, de cette transition environnementale, mais en réalité, on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre, on ne sait même pas si elle est vraiment possible. Alors, on va essayer d'avoir un peu les idées claires là-dessus. Pour schématiser, on peut dire que cette transition, ça peut être résumé à une addition 3 plus 2, c'est-à-dire 3 choses plus 2 choses. Les 3 premières choses, ce sont des transitions de nature économique, que vous connaissez, transition énergétique, c'est-à-dire décarboner notre système énergétique. La deuxième, c'est une transition agricole, passer d'une agriculture industrielle et chimique à l'agroécologie. Et la troisième, c'est une transition que j'appellerais industrielle, qui est le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire, du recyclage et de l'éco-conception. Et donc, en 60 ans, on pourrait aboutir, avec ces 3 transitions, si on fait de très gros efforts, à la neutralité carbone. 70% de baisse de nos émissions via la transition énergétique, 20% via la transition agricole et 10% via la transition industrielle. Et donc, en 2080, l'humanité pourrait aboutir à la neutralité carbone. Mais vous vous en souvenez, à cette époque, on n'aura pas un problème d'émissions de gaz à effet de serre, mais 2. Et donc, il faudra impérativement faire quelque chose contre les émissions néonaturelles, puisque si on ne fait rien, de toute façon, les températures continueront de monter indépendamment de notre activité. Et c'est pourquoi cette transition devra être complétée par la maîtrise de technologies dites de géo-ingénierie, dont on ne dispose pas aujourd'hui, qui sont en cours de développement, peut-être d'ailleurs dans vos startups, et qui consistent schématiquement à prendre du CO2 directement dans l'atmosphère pour soit le stocker, soit le recycler. Et puis il y a une dernière dimension qu'on n'évoque jamais à la transition environnementale, c'est la conquête spatiale. C'est vrai qu'on associe peu spatial et écologie, et pourtant c'est élémentaire, parce qu'à un moment donné, si on va vouloir sanctuariser les ressources, par exemple minières et énergétiques de notre planète, il va falloir aller les chercher ailleurs, il va falloir aller les chercher dans l'espace. Alors je sais que ça a l'air d'être de la science-fiction aujourd'hui, mais d'ici quelques décennies, ça pourrait ne plus l'être. Aujourd'hui, sur Terre, pour exploiter une mine de terres rares, il faut entre 500 millions et 1 milliard de dollars, et les prix ne cessent de monter. On a calculé que pour exploiter un astéroïde là-haut, il faut entre 2 milliards et 2 milliards et demi de dollars, et les prix ne cessent de chuter. Donc à un moment donné, les courbes vont se croiser, ça sera sans doute possible. Voilà donc l'ensemble des moyens qui devraient être déployés, c'est colossal et c'est très technologique, pour non pas que le réchauffement climatique ne soit pas grave.
Hein, vous l'avez compris, de toute façon, il sera catastrophique et cataclysmique. Mais pour qu'au moins, il ne nous soit pas fatal. Et cet horizon de 60 ans, c'est justement aussi celui dans lequel la révolution technologique actuelle, outre sa dimension écologique, je veux dire, dans ces autres dimensions, devrait arriver à maturité. Ces autres dimensions sont au nombre de 3 principalement. C'est l'IA, donc avec l'émergence d'intelligence artificielle forte par opposition aux intelligences artificielles qui font notre admiration aujourd'hui, qu'on a dans nos smartphones, mais qui sont fondamentalement débiles. Hein. Il faut savoir que le meilleur logiciel aux échecs se fait battre au morpion par un enfant de 3 ans. Donc l'IA, émergence d'une IA forte avec des capacités égales ou supérieures à celles du cerveau humain. Je ne vous fais pas un dessin sur le changement que ça peut impliquer. Deuxièmement, le virtuel, avec peut-être l'émergence de mondes virtuels dans lesquels, quand nous serions immergés dedans, nous ne verrions plus la différence avec le réel. Et troisièmement, la révolution de la génétique, qui pourrait nous ouvrir les portes de l'immortalité. Vous voyez, cette triple maturation technologique qui nous ferait basculer dans un autre monde, qui balayerait littéralement notre monde, qui ferait advenir le monde, alors là, cette fois-ci, dont rêvent les transhumanistes, mais qui nous exposerait aussi à de nombreux autres dangers. Je ne vais pas les énumérer ici, mais on peut en pointer un en particulier, c'est celui de voir émerger une humanité Janus, c'est-à-dire une humanité coupée en deux, avec d'un côté des surhommes, des post-humains qui auraient la maîtrise de la technologie et du monde, et de l'autre côté, la masse des humains trop humains, impuissants et inutiles. Et ce qui m'amène directement à ma conclusion, pour dire que, pour des raisons environnementales, la technologie, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un luxe, ça va être la condition de notre survie. Ensuite, pour des raisons sociales et je dirais presque anthropologiques, cette technologie, il faut que dès aujourd'hui, elle soit accessible à tous, elle soit inclusive. Et j'ajoute que si cette technologie, elle n'est pas French, bah de toute façon, elle sera US, elle sera Chinese ou autre, et il n'y aura plus rien de French, hein, et on disparaîtra carrément. Alors, je crois savoir qu'une French Tech durable et inclusive, c'est votre devise. Et donc, ce livre, in fine, c'est pas moi, hein, c'est bien vous qui allez l'écrire. Merci. Merci.